Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de notre série technique autour des solutions Hornet Security. Aujourd'hui, nous allons mettre en place la protection hybride par API proposée par un plan 1 plus ATP ou par un plan 2. Merci à tous et bon visionnage. Je pense qu'on va commencer ce deuxième épisode, du coup, hein, pour ceux qui n'étaient pas là lors du prochain webinaire. Ça a été un petit peu l'épisode 1 de cette série de webinaires techniques qui va se faire sur 4 épisodes. Pour rappel de ce qu'on avait fait un peu précédemment, on avait vu le commencement sur Hornet, surtout comment créer, en tant que partenaire, hein, vous, comment créer un compte client. Comment commencer les onboarding sur le control panel? Comment on va commencer les onboarding? Est-ce qu'on a du Microsoft 365? Donc on se lance sur un onboarding par plan ou un onboarding générique. Soit on n'a pas un 365, on a un service hébergé ou autre, et on va plutôt se lancer sur un onboarding manuel. On avait vu ces différences, on avait vu ce qui était intégré dans le plan 1, qui est vraiment le tout premier plan que propose Hornet Security. Comment administrer et configurer aussi la solution, son compte client, les droits utilisateurs sur les personnes qui vont avoir accès à ce contrôle panel, hein. Normalement, si mon partage est bon, vous voyez du coup le contrôle panel. On est aujourd'hui sur le même compte client que j'ai créé la dernière fois. On s'est lancé du coup sur un plan 1 en allant dans la partie 365 Total Protection. On le voit, hein, onboarding terminé. Et aujourd'hui, on va pouvoir continuer du coup cette étape d'onboarding, ou en tout cas on peut, enfin on va, et c'est clairement le but, hein, de ces épisodes, c'est qu'au fur et à mesure on monte de niveau, comme si votre client commençait par le plan 1 pour tester Hornet Security et est de plus en plus conquis par la solution et veut monter en service et en produit, enfin, et en fonctionnalité avec Hornet. Pour commencer, je vous représente du coup très rapidement la partie 365 Total Protection, qui est le menu d'onboarding pour commencer, on va dire, la configuration chez un client. On avait vu comment faire un plan 1. On peut faire mettre à niveau du coup pour un plan 2. C'est ce que nous propose Hornet. On peut très bien passer sur directement le plan 2 ici, et ça va nous donner une espèce de liste exhaustive de ce qu'on doit mettre en place pour terminer la configuration de notre plan 2. En réalité, moi, ça ne va pas m'intéresser pour, on va dire, le cadre et le but de cet épisode, puisqu'on va le faire de manière manuelle. On peut très bien le faire, hein, de manière manuelle. Au final, ici, ce n'est qu'un guide pour vous donner les étapes de mise en place d'un plan 2. En réalité, vous avez besoin d'activer les fonctionnalités du plan 2 pour vous lancer sur ce plan. En tant qu'administrateur, vous allez du coup vous connecter au contrôle panel. On se place notre compte client et on retourne dans la partie email security, ici, et on va configurer les solutions qu'on a dans le plan 2. Aujourd'hui, dans le plan 2, qu'est-ce qu'on a? On a, si on revient sur les services ici, hop, on a 3 modules très intéressants, surtout un en réalité, qui est l'Advanced Threat Protection. C'est pour moi le module complémentaire qui rend la protection de la messagerie très efficace et quasi la plus optimale pour une protection, hein, qui va permettre d'analyser les pièces jointes de façon plus avancée, les liens Internet que vous allez recevoir, et de rajouter un moteur de protection qui va se baser sur des algorithmes pour contrôler le contenu du mail, c'est-à-dire la façon dont a été écrit le mail. Vraiment, dont la personne a écrit ce mail-là. Est-ce qu'il y a une tentative de vol d'information dans ce mail? Est-ce qu'il y a une tentative d'usurpation d'identité, comme on peut retrouver avec des attaques à l'arnaque au président? Ça va permettre du coup de ce type de protection-là. Et on a un plan chez Chris Réseau qu'on peut proposer, qui est un subtil mélange du plan 1 et du plan 2. C'est qu'on va intégrer le plan 1 et on rajoutera uniquement la partie Advanced Threat Protection, qui, comme je vous ai dit, est le moteur complémentaire de la protection de la messagerie. On peut du coup onboarder un plan 1 comme on a fait dans l'épisode précédent, aller dans Email Security et commencer en mettant en place l'Advanced Threat Protection. Moi, en l'occurrence, il est déjà activé. Et on peut activer par la suite notre Auto-Remediate, qui est l'API d'Hornet. C'est le nom de l'API d'Hornet, hein. Donc on va pouvoir, hop, hop, se connecter une nouvelle fois à
à notre environnement Microsoft. Si je tape le bon mot de passe, voilà, et on va pouvoir connecter notre protection par API. Attention, puisque sur Hornet, on a plusieurs connexions en API en réalité. On a l'onboarding, on a les différents connecteurs, on pousse des compléments qui se poussent par API, donc par le biais de scripts. Là, en l'occurrence, on va pousser une API de protection qui, elle, va permettre, tout ce qu'on a vu dans l'épisode 1, dans la partie spam et malware et paramètres, va permettre de mettre en place des actions plus avancées au niveau de la catégorisation des mails. Si on se remet sur cette thread protection, on a déployé notre API, on rajoute des destinataires de notification suite à 2 types d'alarmes. Soit on est alerté parce que le real-time alert, qui est l'analyse des pièces jointes avancées, on va prendre une pièce jointe, la tester en sandbox, et on va vous dire si elle est sécurisée ou pas. On va vous informer si elle ne l'est pas. Et l'auto-remediate, c'est dans le cadre où on a par exemple une tentative d'usurpation ou une potentielle attaque par un lien web ou par une pièce jointe dans un mail en interne. C'est surtout pour ça que l'API est aussi efficace, c'est que ça va protéger tous les flux internes. De plus, imaginons que sur la partie MX, ou en tout cas sur les serveurs d'Ornet, ça a réussi à passer outre, l'API établit une double vérification de ce mail-là et vous dit s'il est sécurisé ou pas. C'est quand même un moteur qui est très intéressant. Le mode API est un mode de protection qui peut être, on va dire, unique. On peut très bien être protégé uniquement par API, soit par MX, comme j'ai dit dans l'épisode 1. Ça va dépendre au final de ce que le client sait. Et si vous avez la possibilité de changer vos MX, le mode API, au final, est obligatoire si on veut être protégé par mail, dès lors qu'on a un domaine on Microsoft qui n'a pas vraiment de DNS public. On garde un domaine on Microsoft et on veut être protégé comme ça. C'est très très rare, mais j'ai déjà eu des demandes de ce type-là. Donc je préfère le préciser. On vient continuer à configurer notre Advanced Threat Protection. Là, en l'occurrence, je configure tout ce qu'on voit ici. Je serai dans un plan 1 plus ATP, parce que c'est le plan CRIS qu'on fournit. Vous allez voir comment activer le plan 2 par la suite. Donc je continue, j'active mon Secure Link, qui lui va me permettre d'à chaque fois que je clique sur un lien, que ce soit dans un mail ou autre, vous allez être, on va tester ce même lien en sandbox et on va vous rediriger en fonction de la sécurité du site. Pour vous donner un exemple, imaginons que YouTube est un site frauduleux, dont toutes les vidéos sur YouTube est un potentiel cas d'attaque, en tout cas qui peut vous causer du tort au niveau de votre infrastructure. Mais la page d'accueil de YouTube est sécurisée. Le Secure Link va analyser du coup ce lien, va vous rediriger sur la page de YouTube, mais va vous empêcher d'aller sur n'importe quelle vidéo possible, parce que ce sont ces vidéos-là qui seront dangereuses. C'est le fonctionnement de la réécriture d'URL à l'instar d'un test d'URL comme on peut retrouver avec VirusTotal par exemple, ou qu'on peut retrouver ici. Ça va un peu plus loin que simplement un simple décodeur de lien. Voilà. On nous propose un décodeur de lien pour la partie administrateur, c'est intéressant, et on l'a aussi à disposition pour l'utilisateur final, dans sa partie user panel. Voilà. Donc là, forcément, si je veux tester un lien, il va m'en falloir un, mais j'en ai pas dans l'exemple. Donc, on va continuer la mise en place avec le Targeted Fraud Forensic Filter. C'est l'équivalent du Business Email Compromised pour ceux à qui ça parle, qui utilise du coup des algorithmes pour détecter la manière dont est écrit le mail, que ce soit pour une usurpation d'identité ou autre, comme je vous ai dit précédemment. C'est souvent efficace pour les arnaques au président. Et en réalité, ça bloque quelque chose qui est très important à prendre en compte quand on met en place ce type de protection, c'est que ça va empêcher aussi, vous, en tant qu'utilisateur final, de communiquer avec votre mail perso. Moi, msuffren@cris-réseau.com, qui est mon adresse mail pro, je serai incapable de communiquer avec mon adresse perso, msuffren@gmail.com, par exemple. Parce que ce sera, on va dire, comptabilisé comme de l'usurpation d'identité par rapport à mon nom, etc. C'est aussi pour ça que cette configuration se base par défaut sur aucun utilisateur et on est obligé de mettre en place des groupes pour pouvoir appliquer, on va dire, cette protection aux utilisateurs. Donc voilà, on crée des groupes et on l'applique ici. Je le précise, comme dans l'épisode précédent, si vous avez des questions, le but c'est que vous pouvez les poser directement ici et je répondrai sûrement à la fin de cet échange, à part si c'est vraiment des questions très rapides où je peux y répondre de manière rapide aussi.
Et je me lance du coup sur d'autres modules. Là, ici, on a activé du coup notre plan 1 plus ATP. Très bien. On va continuer à mettre en place nos services. Et là, j'active des fonctionnalités du plan 2. Donc, je me lance sur le plan 2 en commençant par l'email archiving. On vient activer notre service. On vient lancer notre période d'essai sur 30 jours. Et pour vous expliquer, la partie archivage, elle se base sur 10 ans par défaut. Donc, on archive les mails en France, en Allemagne, en tout cas en Europe, pendant 10 ans maximum. Et on peut mettre en place des exceptions pour les domaines en question, pour les utilisateurs en question. On a la possibilité de rendre confidentiels les mails que les utilisateurs archivent, pardon. Donc ils peuvent très bien mettre un mail en confidentiel, ce qui est nécessaire et obligatoire dès lors qu'on a des audits et qu'on a des mails qui pourraient violer les lois de la RGPD. C'est important de les marquer en tant que confidentiels. Et on peut rendre l'archivage manuel également, sachant qu'elle est automatique à l'activation de ce module. Dès lors qu'on active ce module, on archive les mails qui rentrent du coup sur Hornet et qui sont après atterris, enfin qu'ils arrivent du coup pardon sur la balle utilisateur et on pourra les visualiser dans l'email live tracking. Je vous montrerai ça juste après. On active assez simplement ce module. On peut mettre en place du coup la configuration des différents audits qu'on peut avoir sur nos archives. C'est ici que ça se passe. Donc voilà, ça va dépendre après du cadre de l'audit. On le configure ici. Et on met en place le deuxième service, l'email continuity. Alors non, oui c'est ça, pardon, le continuity service. Ce module-là est intéressant beaucoup plus dans le cadre d'infrastructures en dehors de Microsoft 365, puisque c'est un service qui vous permet d'avoir un webmail continu dès lors que votre service de mail est en défaillance. Quand on parle de Microsoft 365, c'est assez rare que les services de mail s'arrêtent, mais pas impossible. On a eu le cas du coup l'année dernière, durant l'été, je crois qu'il y a eu une certaine coupure suite à la loi. Enfin, je ne sais plus vraiment ce qui s'était passé, mais il y a eu une petite coupure. Ça a bloqué pas mal de personnes. Ce module-là aurait pu du coup permettre d'envoyer des mails avec la partie webmail d'Ornet et avoir toujours la possibilité d'échanger avec nos expéditeurs. Et en plus de ça, on sauvegarde nos mails pendant 3 mois. Beaucoup plus évident quand on a un Exchange on-premise par exemple, ou des services hébergés qui pourraient amener à ne plus fonctionner. Donc on le met en place nativement pour tous les utilisateurs. On peut sélectionner qui est protégé par ce module et on peut mettre en place un mot de passe d'urgence d'accès à notre webmail. Voilà. Et c'est du coup dans l'email live tracking qu'on va visualiser. Alors là, ici, on voit quelques mails et c'est pas vraiment ce sera pas le bon moment forcément pour voir les mails archivés puisque je viens à peine de l'activer. Mais c'est ici, dans l'email live tracking, qu'on va voir les mails archivés. Et tous les nouveaux mails qui vont être reçus vont être affichés ici. Et à l'instar de la restauration de n'importe quel type de mail, on va pouvoir faire la sélection de tous les mails, par exemple, qui ont été archivés, qui ont été supprimés ou autres, et on peut faire délivrer l'email. Et tout le monde va recevoir ces emails archivés. Donc voilà. Ici, on a mis en place un plan 2. On pourra vérifier qu'on a bien mis en place un plan 2. Hop, si je l'ai... Hop, on revient ici dans la partie partenaire. On pourra le voir dans la partie Business Center. Dans la partie Business Center que je vous montrerai, enfin que j'avais présenté déjà dans des webinaires précédents et que vous allez forcément voir chez vous si vous avez le rôle Business Manager dans le tableau de bord des services. Vous allez voir du coup que votre domaine que vous avez onboardé, votre client, s'est mis en plan 2. Et de toute façon, on peut voir les services activés dans le tableau de bord. On voit la partie Continuity Service et on voit la partie Archiving qui est bien activée. C'est comme ça qu'on valide qu'on a un plan 2 de mise en place. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour de ce qu'on met en place dans un plan 2. Je vais le présenter maintenant, la partie MX qui est très important. Alors je vais mettre en stand-by un petit peu mon écran pour vous montrer un document très important que je vais vous partager. Hop, hop, dans la conversation, qui est un document pour moi qui est très important. Quand on réalise un onboarding, on va avoir les informations nécessaires à notre onboarding. S'il y a une configuration de pare-feu, surtout dans les cadres de services on-premise, on peut avoir des exceptions au niveau du pare-feu. On a des exceptions aussi au niveau des IP d'Ornet qui sont présents dans le manuel d'Ornet. Et
on a le plus important, nos MX, notre SPF. Un autre point, pardon, un autre point très important, c'est forcément la partie DKIM, puisque vous allez devoir mettre du DKIM forcément, hein. De plus en plus, on va devoir renforcer un petit peu notre sécurité. Donc, hop, je vous montre juste aussi le point de la documentation qui est très important et qui vous montre vos entrées CNAME à mettre en place. C'est ici, voilà. Dans la documentation d'Hornet, vous avez juste à taper CNAME et vous avez vos enregistrements CNAME à mettre pour que ce soit les sélecteurs d'Hornet qui soient utilisés. Donc, je vais vous partager les 2 liens importants pour vos onboarding. Du coup, voilà, ça c'est à garder dans un coin de votre bloc-notes ou autre. Quand vous réalisez un onboarding, vous allez avoir besoin de ces documents-là. Et du coup, ici, on voit bien, hein, moi j'avais déjà réalisé en amont mes entrées AMX, etc. Mais ici, on voit bien qu'on a sur tous nos domaines des AMX qui sont configurés. En réalité, on peut voir du coup nos domaines onboardés et surtout nos domaines migrés chez Hornet. Ici, avec cette petite pastille vérifiée, on voit bien que mon domaine principal client est vérifié, donc il a bien les AMX de présent sur son environnement. Et si on veut bien vérifier que les SPF, DKIM sont corrects, on peut retourner dans le spam malware protection, email authentification, et on voit que mon domaine safe.cris-réseau.fr a le statut DKIM, SPF et des marques de vérifier et de valider. Et je peux par la suite activer mes validations en entrée, en sortie, etc. Ce que je vous avais présenté au final dans l'épisode 1. Voilà. Forcément, ce fut un peu plus court que l'épisode 1. On passe un petit peu au travers de la présentation de la solution, de la présentation des onboarding, puisqu'on l'a déjà vu précédemment. Et la suite logique de mon évolution, c'est qu'on arrive sur un plan 2. Et on voit bien ici, hein, dans notre partie 3.5 Total Protection, qu'on a du coup notre plan 2 qui est terminé, un onboarding qui est terminé. On peut mettre à niveau après pour le plan 3. On se garde ça pour... alors c'est vendredi prochain, pas ce vendredi-là, du coup pas le vendredi qui va arriver, l'autre vendredi, puisque l'autre vendredi qui arrive, nous serons en Light Partner, donc on aura malheureusement très peu de disponibilité pour la semaine prochaine, on a juste décalé d'une semaine. Donc voilà. Et je vais passer aux questions. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, ou même sur l'épisode 1, hein, ou même des questions sur Hornet en général, c'est le moment, posez-les. Pour ceux du coup qui n'ont pas de questions, etc., ou qui veulent juste qui ont autre chose à faire, vous pouvez d'ores et déjà y aller. On se retrouvera du coup vendredi prochain, pardon, dans 2 semaines pour l'épisode 3. Alors Nicolas, vous avez peut-être parlé la dernière fois, mais a-t-on accès à du NFR pour le mettre en place chez nous et pour pratiquer un peu avant de le proposer à nos clients, bien sûr. Alors c'est le but du coup de ce que vous avez le droit en tant que partenaire chez Chris. Vous allez commencer à vendre du Hornet, donc vous vous êtes lancé dans l'aventure Hornet. Le principe, c'est que vous puissiez tester la solution sur l'intégralité des services. On est sur un plan 4, carrément, hein. Au final, on a tous les services qu'on peut avoir sur Hornet pour que derrière, vous puissiez découvrir la solution et surtout découvrir ce que vous allez pouvoir vendre à vos clients. Exactement. Donc oui, hein, complètement, c'est ce qu'on propose. Le but de ces différents épisodes qui vont se terminer d'ici fin février, si je dis pas de bêtises, c'est d'avoir un contenu de 2 heures au total sur comment mettre en place un plan 4 dans son intégralité en passant par chaque plan. Au moins, vous avez la procédure complète de comment onboarder un client. Et si vraiment il y a besoin, on peut établir un rendez-vous en one-to-one et se lancer ensemble sur le contrôle panel et faire un onboarding. Je vais vous montrer comment accéder à la partie tac, 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 tac. Hop, hop, à la partie Business Center. C'est une très bonne question. Donc, je me mets moi juste sur un autre domaine, enfin sur un autre compte partenaire. Donc, si je situe, on arrive sur notre compte partenaire. Pour déverrouiller l'accès au Business Center, il faut qu'au moins un utilisateur qui se connectera en premier sur le control panel ait accès à ce rôle qui s'appelle le Business Manager. Hein, donc, vous allez dans les rôles, dans votre rôle à vous sur le control panel et vous sélectionnez le Business Manager. En l'occurrence, par exemple, moi, ici, je suis Business Manager et Global Admin. J'ai déverrouillé l'accès au Business Center. Et c'est sur cet accès-là que je vais avoir les essais de mes clients.
Donc, je vais avoir surtout les jours restants de la période d'essai, ce qui est très important pour savoir où on en est, le produit que le client est en train d'essayer. Et pour finir, on va avoir les abonnements en cours. Le nombre de licences que je facture à mon client, quel produit je facture à mon client, les prix publics si besoin, mais bon, la plupart du temps, vous avez des prix chez nous plutôt que, enfin, les prix auprès de vos clients, c'est un peu moins intéressant, je dirais, parce que c'est très différent au cas par cas. La date de début de la licence et la date de fin qui est souvent pas trop spécifiée parce que forcément, vous vendez par exemple du mensuel à votre client, donc il s'arrête un peu quand il veut. Après, s'il y a un engagement derrière, c'est autre chose. Mais voilà. Ici, on voit les abonnements en cours et les essais gratuits. Forcément, ici, hein, par exemple, un plan 4 s'appellera le TP4, Total Protection 4, TP1, TP2, TP3. Donc voilà, hein, au final, on se retrouve à visualiser hein, dans cette partie code produit ce qu'on a ici. Donc parfois, ça peut être TPB, Total Protection Business, Total Protection Entreprise pour le plan 2. Donc voilà, TPEB. Au final, c'est des noms. Si vraiment vous avez un doute sur le nom, bon, je pense qu'au fur et à mesure, vous allez vous habituer, mais nos commerciales sont là pour vous renseigner sur ce que vous avez réellement souscrit auprès de votre client. Oui, ce que vous avez fait souscrire à votre client. Donc voilà. Et c'est du coup sur le compte partenaire uniquement, pas sur les comptes clients, que vous allez avoir accès à ce Business Center. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points à revoir sur ce qu'on a vu? Qu'est-ce que fait telle solution? Qu'est-ce que fait tel service qu'on a vu, etc. Je vais un petit peu patienter le temps que vous puissiez poser vos dernières questions, puisque après, du coup, dès lors que je fais fin de l'événement, je n'aurai pas la possibilité de vous répondre. Euh, J'essaie de réfléchir à ce que je pourrais vous fournir aussi. Oui, bien sûr. Alors, je reviens du coup sur mon compte partenaire. Alors, je peux même le faire sur l'autre compte partenaire de test que j'ai. Imaginons que je veux créer mon client. Hop. Je vais uniquement sur tableau de bord. Et c'est sur le tableau de bord que je crée mon client. Tout simplement. On met le nom de domaine de son client. Et assez simplement, on va configurer le premier accès. Souvent, c'est vous le premier administrateur de votre client. Et vous faites confirmer. Voilà, il n'y a pas à continuer. C'est assez compliqué. On a directement l'option créer un client ici sur le compte partenaire, hein, qui se diffère du compte client de par le nom. Déjà, un compte client, c'est un nom de domaine et le compte partenaire, c'est un nom générique. Voilà. Revenons sur l'email archiving. Alors, l'email archiving, c'est tout simplement un service d'archivage de mails, hein. Dès lors que vous activez le service, tous les mails entrants vont pouvoir, et sortant en fait, hein, tous les mails qui vont transiter sur Hornet vont pouvoir être archivés. Donc, vous allez avoir une archive de vos mails que vous allez pouvoir récupérer, que vous allez pouvoir auditer si c'est le cas, hein. Et le but, c'est qu'on archive ces mails sur 10 ans. Vous savez, dans les entreprises, on a souvent cette obligation d'archiver les mails ou d'archiver en tout cas les ressources des personnes pendant X temps. Même après leur départ d'une entreprise, hein, on doit garder leurs données pendant un temps. Et voilà, Hornet, lui, va un peu plus loin puisqu'il peut rendre confidentielles certaines informations, ce qui est très, très important dès lors que des audits sont réalisés et qu'on ne veut violer aucune loi de la RGPD. Donc voilà, c'est tout simplement un service d'archivage proposé par Hornet. L'avantage en fait d'Hornet, c'est que, et c'est surtout de ça qu'on a voulu se différencier de la partie VAD. VAD proposait de la protection de la messagerie pure. Aujourd'hui, sur Hornet, on propose de multiples services en plus de la protection de la messagerie qui est tout aussi efficace. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir plusieurs services. Et pour moi, l'archivage est aujourd'hui un service de protection très important. C'est voilà, on peut correspondre à des lois, on peut correspondre à des normes qu'on a mis en place dans son entreprise, etc. Voilà. Alors Jean-Claude, je réponds du coup à votre question. Oui, on aura. Alors il y a déjà le replay du premier épisode qui est disponible sur le compte rendu que je vous ai envoyé. Si vous n'avez pas reçu ce compte rendu-là, demandez à votre commercial Chris qui lui pourra vous pousser le mail. De toute façon, je vous mettrai à disposition aujourd'hui en fin de journée un autre mail de récap pour aujourd'hui avec le premier épisode et le deuxième épisode
Donc voilà, vous aurez tous les récaps de chaque épisode. Et au fur et à mesure, ça va se passer comme ça. À chaque fois que je ferai un webinaire, bah, vous avez le compte rendu avec le petit mail de remerciement à la participation. Merci à tous ceux du coup qui ont pu suivre cet épisode, de m'avoir écouté, et j'espère que ça vous a plu, en même temps que vous avez assez compris comment on se lance sur les plans avec Hornet. On est amené du coup à se revoir pour l'épisode 3. Et je réponds du coup aussi à la question de Mehdi. Comment basculer un client actuellement configuré via la console Vate Cloud 365 vers la console Hornet? Il y a un point très important. Alors déjà, Vate Cloud 365, est-ce qu'on parle de Vate Cloud ou de Vate 365? Dans tous les cas, normalement, vous êtes déjà présent sur le contrôle panel puisqu'il y a eu une migration qui a été faite Vate 365. D'accord. Alors, c'est vraiment le plus simple. Sur Veille 365, bon, vous avez déjà votre tenante qui est existant. Vous allez du coup devoir supprimer l'environnement de votre client sur Microsoft. Vous savez, il y a une règle de journalisation, il y a 2 règles à faire même. Mais il y a la règle de journalisation pour faire plus global à mettre en place, qu'il faut supprimer. Une fois que vous l'avez supprimé, vous pouvez vous rendre sur la console VADM 365, supprimer votre client, ou sur la partie Veille Partner plutôt. Et une fois que vous avez supprimé votre client, normalement, en fait, il y a la liaison avec le tenant ID de Microsoft qui sera décorrélée de votre client et du nom de domaine de votre client. Puis, dès que votre client n'est plus protégé par VLM 365, vous allez pouvoir vous lancer sur Hornet. Vous avez normalement déjà vos accès. Si vous n'en avez pas, retournez-vous vers nos commerciaux. Ils pourront vous guider au cas par cas. Et si vous avez, voilà, dès lors que vous avez accès au contrôle panel, vous allez pouvoir vous lancer sur le plan que vous voulez. Le plan le plus intéressant chez nous au niveau du prix, rapport qualité-prix, hein, si on doit toujours établir cette règle-là, c'est le plan 1 plus ATP qui propose pour moi la meilleure protection possible. Et là, vous aurez une protection par API avec, comme Veille 365 plutôt, et en plus la protection par MX qui pour moi est pas négligeable du tout. Donc voilà, normalement ça va se lancer comme ça. C'est une petite procédure de... Ok, voilà, parfait. Donc vous avez déjà vos accès, vous n'avez plus après qu'à vous lancer sur Hornet, comme on a pu le faire auparavant. C'est sûr que c'est un peu plus long que la partie VLM 365, puisqu'on n'est plus du tout que par la protection en API. Mais voilà. Donc après, voilà, je vous laisse vous tourner vers les commerciaux. Et s'il y a un besoin d'établir un rendez-vous pour un onboarding en one-to-one, ce sera avec grand plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi et un bon week-end à vous. Et on se retrouve dans 2 semaines